Au cours des vacances, durant toutes ces années, j'allais régulièrement chez mes grands-parents maternels. La ferme de mes grands-parents était très petite. La maison d'habitation était composée de 2 pièces. On entrait par un couloir étroit. Un enfoncement dans le mur de droite servait à poser un seau d'eau à hauteur d'homme. Une cassotte posée en travers sur le rebord du seau permettait de se laver les mains. L'eau s'évacuait par un conduit jusque dans le jardinet situé sur le côté de la maison. Au fond du couloir, une porte donnait accès à un escalier qui conduisait au grenier. Juste à gauche de cette porte, une autre porte donnait sur la pièce principale qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de chambre. Au centre de la pièce, 2 bancs en bois étaient disposés le long d'une grande table recouverte d'une toile cirée clouée sur les bords. Un poêle à bois, placé le long du mur d'entrée, était raccordé par un tuyau sur le manteau d'une cheminée. 2 lits à l'ancienne étaient disposés le long du mur blanchi à la chaux et situés en face de cette porte d'entrée. C'étaient 2 lits étroits d'1,20 m de large et d'1,80 m de long. L'un de ces lits était occupé par mes grands-parents. L'autre lit servait à mon oncle Albert. Les 2 lits étaient disposés de telle sorte qu'ils se faisaient face par les pieds. Entre ces 2 lits, une porte donnait dans une deuxième pièce. Dans cette pièce, une grande armoire garnissait une partie du mur et 3 autres lits y étaient disposés. Là dormaient les autres enfants de la famille ou les petits-enfants lors des vacances. Pour accéder à cette deuxième pièce, qui servait de chambre, il fallait descendre 2 marches, car elle était en léger contrebas. Un poêle à bois trônait au centre de la pièce, et un tuyau qui partait du poêle la traversait et débouchait à l'extérieur par un trou percé dans le mur. Les lits étaient recouverts de gros édredons, remplis de duvet d'oie ou de duvet de canard. Ils permettaient de se tenir chaud les nuits de grand froid. Le sol des 2 pièces et du couloir de l'habitation était fait de terre battue. À l'extérieur de la maison, un trottoir longeait la maison dans une très petite cour enherbée. Sur la droite, sous un appentis, une grande citerne commune avec une habitation voisine permettait de récolter l'eau de pluie tombée sur les toits et servait à alimenter les 2 foyers en eau potable. À gauche, un portillon en bois à claire-voie donnait dans le jardinet à fleurs. Au bout de ce jardinet, longeant le chemin empierré, une cabane, adossée à un muret, servait de lieu d'aisance. Ce lieu était particulier. Le siège était composé d'un grand coffre en bois recouvert d'une planche. Il comportait 2 emplacements matérialisés par 2 trous refermés par un couvercle en bois. Face à la maison, un tilleul avait poussé dans la partie gauche de la courette. Tout le long, une haie de fusain la bordait. Cette haie était surmontée d'une grande glycine qui courait sur un fil tendu sur la totalité de sa longueur. Au centre, un autre portillon à claire-voie donnait accès à un grand espace clos et enherbé où se trouvaient les bâtiments de la ferme. Une étable, construite en pierre, une grange recouverte de tôle ondulée adossée à l'étable et dont le mur externe était fait de grandes lattes de bois patinées par le temps. Suivait ensuite un bâtiment bas, composé de 2 parties, l'une réservée aux vivres de la maison, pots de confiture, réserve de pommes, de châtaignes et autres fruits récoltés, l'autre partie composée de 2 toits à cochons. Ensuite, une succession de cabanes appelées loges,
bâtiment à structure de bois et de paille, recouverte de chaume, où les instruments de culture et les carrioles étaient entreposés et mis à l'abri des intempéries. Au-delà de ces constructions, un énorme châtaignier, plusieurs fois touché par la foudre, étendait sa ramure. Enfin, un jardin potager planté de nombreux arbres fruitiers s'étalait jusqu'à un chemin creux. Une douzaine de ruches, installées par mon oncle Raoul, produisaient du miel. Au bout de ce jardin, une petite partie était entourée d'une haie de fusain. Elle était réservée à l'inhumation des membres décédés de la famille. C'est là que les habitants de la région, de confession protestante, enterraient leurs morts. Autrefois, ceux-ci n'étaient pas acceptés dans les cimetières catholiques. Aujourd'hui, mes grands-parents, Jacques et Marie, mes tantes, Eva et Jacqueline, et mon oncle Albert y reposent en paix. Chaque jour, ma tante Jacqueline, institutrice, me faisait travailler mon orthographe. Mon grand-père Jacques hochait la tête et disait à qui voulait l'entendre « On ne fera rien de ce gamin ». À vrai dire, j'appréciais peu ces séjours studieux. D'autant que ma tante Jacqueline était une vieille fille avec des principes très précis sur l'éducation telle qu'elle la concevait. Dans la pièce principale, une cheminée était allumée durant la saison froide, et lorsque nous étions là, mes cousins ou moi-même, nous devions préparer le petit bois pour allumer le feu dans l'âtre. Jacqueline avait décrété que la taille des brindilles devait avoir une certaine longueur, pas 1 centimètre de plus ou de moins. Nous devions nous plier à cet exercice et couper les branches à la longueur indiquée, sous peine de réprimande ou de punition. Elle avait aussi des a priori au sujet de l'alimentation ou de la santé. Nous ne devions, par exemple, ne boire que durant les repas. Interdiction nous était faite de nous rafraîchir en dehors. L'été, cette interdiction nous était pénible. Cependant, nous avions trouvé en partie la parade. Il se trouvait que mes grands-parents n'avaient plus de vaches depuis longtemps. Ma tante nous envoyait le soir dans une ferme voisine chercher 1 litre de lait que nous ramenions dans une bouteille en verre. Arrivé à la maison, le lait était transvasé dans une casserole et Jacqueline remplissait la bouteille jusqu'au lendemain soir avec l'eau de la citerne. Nous avions pour mission de la vider pendant notre trajet jusqu'à la ferme voisine. Annie, ma cousine plus âgée d'1 an, et moi, nous devions avoir environ 7 ou 8 ans, nous en profitions pour boire jusqu'à plus soif avant de la vider. Un été que j'étais seul en vacances à la ferme des Châtres, j'étais si malheureux de subir ces brimades que je décidai de rejoindre la ferme de mes autres grands-parents, à la ferme du Petit Breuil, située à environ 7 kilomètres. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Je profitais d'un moment de relâchement dans la surveillance qu'exerçait ma tante pour prendre un vélo, garé dans la grange, et pour m'enfuir. Lorsque j'arrivai chez mes autres grands-parents, mon grand-père Armand me reçut en s'esclaffant de joie, heureux du bon tour que je venais de jouer à mon autre famille. Ma grand-mère Aline, elle, ne m'accueillit pas avec le même enthousiasme. J'eus droit à des reproches. Elle voulait même que mon grand-père me reconduise aux Châtres. Devant mes supplications, ils décidèrent finalement de me garder, mais mon grand-père paternel reçut l'ordre d'atteler la jument à la carriole et d'aller rassurer l'autre famille qui, entre-temps, avait dû s'apercevoir de mon absence et devait être au sans-coup. La ferme de mes grands-parents paternels était plus grande que celle de mes autres grands-parents. Un tas de fumier imposant trônait devant l'entrée de la cour. De chaque côté de l'entrée, des bâtiments agricoles se faisaient face, à gauche, un grand clapier pour l'élevage des lapins, l'écurie, puis l'étable, à droite les granges, où était entreposé le fourrage pour les animaux et le matériel agricole. Au bout de cette entrée, la cour s'élargissait. Sur la gauche, un trottoir donnait accès à la maison d'habitation. Face à la maison, une mare servait de point d'eau pour le breuvage des animaux de la ferme. Quelques canards barbotaient dans cette eau croupie. Au fond de la cour,
Un gros paillet servait à confectionner la litière des bêtes. L'entrée de la maison d'habitation se faisait par la porte de la cuisine. Dès l'entrée, sur la droite, une porte donnait dans une chambre où plusieurs lits recouverts de gros édredons et une grande armoire avaient été installée pour recevoir les dormeurs. Un renfoncement dans le mur extérieur de la cuisine permettait, comme chez mes autres grands-parents, d'installer le seau d'eau et la cassotte utilisés pour le lavage des mains. Une grande table et des chaises occupaient le centre de la pièce. Face à la porte de la chambre, mais du côté gauche, une porte donnait accès à une grande pièce qui servait à la fois de salle à manger et de chambre pour les grands-parents. 2 lits disposés comme au châtre, le long du mur, et se faisant face par les pieds, étaient séparés par une autre porte qui donnait dans une ancienne pièce. Cette pièce servait de débarras. On l'appelait la souillarde. Une cheminée occupait une grande partie du mur en face de la porte d'entrée. Enfin, une grande table, au centre de la pièce, servait à asseoir les invités lors des rencontres de famille. Au contraire des châtres, le sol était recouvert de carrelage et son entretien en était facilité. J'aimais bien venir passer une partie de mes vacances au Petit Breuil. Là, pas de brimade, pas de devoir de vacances. J'allais pêcher la carpe dans un des étangs voisins. Mes grands-parents, qui me faisaient confiance, m'envoyaient garder leurs 5 ou 6 vaches au champ, dans des prés situés à 1 ou 2 kilomètres de la ferme. J'étais accompagné de la chienne de berger. Durant le couple d'heures où les vaches paissaient, je passais mon temps à faire la chasse aux mulots, nombreux en cette saison, qui creusaient des trous dans le sol et qui couraient dans les herbes rases du champ. Je n'avais pas de montre. Dans l'un des champs, j'avais un repère pour connaître l'heure du retour à la ferme. Une voie ferrée se trouvait non loin de là, et lorsque j'entendais la micheline de 10 heures passer sur la voie, je savais qu'il était l'heure de regrouper le troupeau et de reprendre le chemin de la ferme. Dans l'autre champ, j'avais un repère. À l'aide de mon bâton de berger planté dans le sol, l'ombre portée me permettait d'évaluer assez approximativement l'heure du retour. Une autre raison expliquait aussi mon attirance pour ces vacances d'été passées au Petit Breuil chez mes grands-parents paternels. Ma grand-mère Aline avait une grande basse-cour. Elle élevait de nombreuses poules, des canards et avait également un grand élevage de lapins. Chaque vendredi, mon grand-père Armand attelait la jument à la mue, c'est-à-dire à la carriole, et nous allions au marché de Rouillé vendre les volailles ou les lapins que ma grand-mère avait élevés pour les engraisser. J'adorais regarder les maquignons venus des villes voisines marchander les volailles et les lapins, les sortir des paniers, les soupeser, les tâter pour juger de leur état d'engraissement, puis proposer un prix. Une discussion s'engageait alors avec la paysanne qui essayait d'obtenir un prix plus élevé. Quelquefois, l'accord ne se faisait pas. Le maquignon abandonnait et partait marchander une autre volaille auprès d'une autre fermière. Les paysannes étaient toutes installées les unes à côté des autres sur la place de l'église, à l'angle du carrefour de la route Niort-La Rochelle et de la route du Grand Breuil à Rouillé, dans un désordre relatif. D'autres fois, le maquignon et la fermière arrivaient à s'entendre. Le maquignon écrivait alors le prix convenu sur une feuille arrachée d'un petit calepin, tapé dans la main de la fermière en signe d'accord. Il lui confiait le morceau de papier, qui servirait ensuite à la fermière à recevoir son dû à l'arrière du camion, où l'échange se ferait en fin de marché. J'étais subjugué par les éclats de voix, les allées et venues de ces maquignons en blouse grise qui allaient et venaient, n'hésitant pas à revenir à la charge en fin de marché auprès des fermières récalcitrantes lorsqu'ils n'avaient pas atteint les quantités d'achat souhaitées. Il arrivait que les dernières tractations soient plus rémunératrices, mais rien n'était gagné. Certaines semaines, ces ventes de fin de marché n'avaient pas lieu, et c'était toujours risqué pour les vendeuses d'espérer un meilleur profit en se montrant trop exigeantes en cours de marché. Mon grand-père Armand aimait m'emmener avec lui à la foire de Pampreux ou à la foire de Lezay, là où les éleveurs amenaient leurs génisses pour les vendre aux maquignons. Il tâtait le cul des vaches
pour en apprécier la qualité, et il m'expliquait comment on choisit une vache pour qu'elle soit une bonne productrice de lait. Peut-être souhaitait-il inconsciemment m'encourager à devenir plus tard un paysan. Il lui arrivait parfois, au cours de ses foires, qu'il achète un animal et qu'il le revende aussitôt après avoir réalisé une plus-value. C'était une pratique qui n'était pas autorisée. Les paysans avaient l'obligation de ramener à la ferme le bétail acheté au cours de la foire, mais il avait un esprit maquignon, et il profitait de sa bonne aptitude à évaluer la qualité d'une bête pour réaliser une transaction rentable. La nourriture des lapins exigeait que l'on aille chaque jour récolter la quantité de verdure nécessaire. Nous allions dans l'ouche, un pré entouré d'arbres, et, à l'aide d'une échelle, nous grimpions à bonne hauteur pour effeuiller les branches basses des ormeaux. J'aimais accompagner mon grand-père dans ses tâches journalières. Nous allions aussi, munis de grands seaux, tirer de l'eau au puits situé à une centaine de mètres de la maison. Nous rapportions ainsi l'eau nécessaire à la cuisine et à la toilette, car à cette époque, aucune ferme de la campagne n'était raccordée à un réseau d'eau potable. Il me revient une anecdote de mes séjours que je souhaite vous raconter. Un jour, un des voisins de mes grands-parents est venu demander à ma grand-mère de lui vendre une douzaine d'œufs. Il souhaitait choisir lui-même les œufs. Son intention était de les mettre à couver. Il était connu dans la région comme sourcier. Il voulait que la couvée soit constituée de 11 poulettes et d'un coq. Il sortit de sa poche une montre ronde suspendue à une chaînette comme en avaient les paysans autrefois. Il se mit en devoir de mirer les œufs à l'aide de ce pendule improvisé. Il prenait chaque œuf, un par un, puis il survolait l'œuf à l'aide de son pendule. Il prétendait pouvoir ainsi déterminer si l'œuf donnerait naissance à une poulette ou à un coq. Si le pendule effectuait un cercle au-dessus de l'œuf, ce serait une poulette. Si au contraire le pendule effectuait un léger balancement d'avant en arrière, c'était le signe que ce serait un coq. Je n'ai jamais su si son choix avait été judicieux, mais j'avais été impressionné à l'époque par cette demande.